Bonjour, donc on va voir ce troisième chapitre sur les réseaux LP WAN. Donc les réseaux LP WAN, Low Power Wide Area Network, donc c'est essentiellement Sigfox et LoRa. Alors on ne va pas aborder dans ce chapitre les réseaux Narrowband IoT ou LTEM qui sont plus récents et qui représentent quand même des technologies moins utilisées que Sigfox et LoRa actuellement. Donc pourquoi LP WAN? Donc LP WAN, ça veut dire Low Power Wide Area Network, et donc ça en dit beaucoup sur la technologie. C'est que déjà, donc Low Power, c'est basse consommation, Area Network, donc c'est très longue distance. Donc c'est les deux particularités. On pourrait rajouter aussi bas coût, low price, parce que notamment grâce au fait que ce soit sur des bandes non licenciées et au fait que ce soit très Wide Area Network, donc un message peut aller jusqu'à 10 km. Ça permet d'abaisser les coûts d'infrastructure réseau et vu que c'est des bandes non licenciées, du coup, de ne pas avoir payé de licence pour utiliser les bandes de fréquence. Alors, low power, donc ces technologies sont en général dédiées aux objets qui sont 99% du temps, voire 99,999% du temps en veille et ne communiquent pas et qui transmettent donc une information toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures, tous les jours, tous les mois des fois, donc qui n'ont pas besoin de forte communication. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'en niveau consommation, pendant la communication, bah, ça consomme 15 à 40 milliampères pendant quelques secondes, et le reste du temps, ça consomme quelques microampères, voire moins. Et c'est pour ça que ça permet de garantir des durées de vie sur batterie de plusieurs années, 5 voire 10 ans. Et Wide Area Network, donc un objet peut émettre un message jusqu'à plusieurs kilomètres, donc ça dépend de l'environnement, hein. Ça peut être 3 à 5 kilomètres en ville, 10 à 20 kilomètres en campagne et 100 à 200 kilomètres sur la mer, parce que la mer propage bien les signaux. Donc ça veut dire que pour couvrir un territoire comme la France, 1500 antennes sont suffisantes pour couvrir la majeure partie de la France. Alors il y a toujours des zones, notamment les zones en montagne, dans les vallées, qui sont difficilement couvertes, en fait, où là, il faut vraiment sur chaque montagne mettre une antenne. Donc c'est là où il reste encore des zones un peu blanches. Mais il y a toujours la possibilité de rajouter des antennes et d'étendre le réseau. Alors, les LP WAN, en fait, quand on parle d'Internet of Things, on parle beaucoup des frigos connectés, de la voiture connectée, des montres connectées, des gadgets connectés. Donc ça, c'est l'aspect visible de l'iceberg, c'est-à-dire c'est ce dont tout le monde parle, où il y a aussi des problèmes de sécurité. Donc c'est des choses en fait qui ont encore pas mal de réticence à l'adoption, du moins en France, peut-être dans d'autres pays moins. Mais voilà. Et après, en fait, ce qu'on voit pas, et là où le réseau LP WAN, c'est le marché qu'il adresse, c'est tout ce qui est, on va dire, un peu moins sexy et plus utile. Donc, c'est l'IoT. Bah, alors, aujourd'hui, le plus gros marché, c'est gérer la logistique. Donc, l'envoi de palettes à travers le monde, le suivi des objets en production pour l'industrie aéronautique, pour l'industrie automobile, pour suivre les paquets, pour voilà, tout ce qui est logistique, tracking. C'est aujourd'hui le plus gros usage, mais il y a plein d'usages, plein de cas d'usage, on va les voir juste après, et qui sont beaucoup dans le domaine industriel, qui ne sont pas connus forcément par le grand public, et c'est là où il y a le plus gros marché en fait. Donc on va voir quelques cas d'usage. Donc là, par exemple, un premier cas d'usage, c'est la télérelève. Donc ça, c'est, on va dire, un des plus gros marchés potentiels. C'est la télérelève de tous les compteurs d'eau, de gaz, d'électricité à travers le monde. Donc ça représente des marchés colossaux, hein, parce que vous imaginez bien que si un pays comme la France, bah, vous adoptez une technologie LP WAN pour faire la télérelève de gaz, bah, ça représente directement plusieurs dizaines de millions. Je ne sais pas combien de millions de foyers il y a en France, mais il doit y en avoir bien 30 millions. Et si vous faites ça au niveau mondial, ben, ça représente quelques milliards. Donc ça fait des gros marchés, des gros cas d'usage. Et surtout, ça apporte vraiment un service, un réel service aux gestionnaires de réseau, parce que de connaître en temps réel ce que les gens consomment, c'est un vrai gain. Ça permet vraiment d'avoir une meilleure gestion des réseaux d'extrait d'eau et de gaz. Ensuite, il y a tout ce qui est la smart city. Et pour prendre un cas d'usage, c'est le parking intelligent. Il faut savoir que des études ont été menées et en fait, dans les grandes agglomérations, 30% du trafic est dû à des personnes qui cherchent des places de parking.
Donc en fait, si on peut réduire ce nombre, ça permettrait déjà de réduire terriblement l'engorgement des centres-villes et aussi ça rendrait un service aux utilisateurs pour trouver une place plus facilement et perdre moins de temps, etc. Et donc, on peut utiliser ces technologies justement pour mettre un dispositif sous toutes les places et savoir, avoir avec une application, savoir exactement où sont les places disponibles. Et guider les utilisateurs, optimiser le trafic, etc. La gestion des déchets, donc là c'est pareil, c'est pour optimiser les coûts des collectes. Donc vous avez des poubelles publiques qui sont un peu partout, au lieu que ceux qui gèrent ces poubelles, on va dire, au lieu de passer régulièrement sur toutes les poubelles et qu'elles soient vides ou qu'elles soient pleines, c'est de monitorer en fait le taux de remplissage et de passer que quand c'est nécessaire, hein. Et voilà, donc ça aussi c'est afin d'optimiser les coûts de ramassage des poubelles. Aussi pour l'éclairage public, hein, on voit bien l'éclairage public aujourd'hui, ben, il est allumé toute la nuit quasiment partout. Quoi, il y a déjà des tentatives, et là aussi c'est dans le domaine de la Smart City, et là aussi il pourrait y avoir des gains énormes en économie d'énergie si l'éclairage public pouvait s'allumer uniquement s'il y en avait lorsque c'est nécessaire en fonction bah, lorsqu'il y a des usagers. Ça, c'est une partie. Et la deuxième partie, c'est la maintenance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a une ampoule qui tombe en panne, bah, il y a toujours ceux qui gèrent ces éclairages publics doivent passer régulièrement dans les rues pour vérifier que toutes les lumières fonctionnent. Et là aussi, s'il y a un problème d'une lumière qui marche plus, bah, ça permet d'envoyer une alerte. Donc ça améliore la maintenance et puis aussi ça permet de gérer l'intensité lumineuse en fonction on peut ainsi moduler l'intensité lumineuse en fonction des personnes qui passent ou pas. Au niveau du soin, alors là, c'est plutôt le contrôle d'accès. Donc, alors ça, c'est un cas d'usage aussi. C'est pour les infirmiers, par exemple, qui doivent faire des soins réguliers chez des personnes âgées ou des personnes déficientes. Pour être sûr qu'ils soient passés, ils doivent badger. Là, c'est pareil, bah, vous installez une box qui n'a pas besoin de se connecter au Wi-Fi, etc. Donc, juste qui va permettre d'envoyer un message lorsque la personne est passée pour être sûr que les soignants soient passés. Alors, on peut retrouver ça aussi pour la gestion du personnel, quoi, pour pointer sur les chantiers, par exemple, où il n'y a pas forcément de réseau. Donc, faire une pointeuse au niveau quoi, connecté, on va dire. Et voilà, donc ça, c'est un des cas d'usage aussi des réseaux LP WAN. Ensuite, on peut avoir aussi des détections de chute, alors des montres connectées avec LP WAN, alors qui permettent justement de savoir si la personne sort d'une zone, aussi pour les personnes vulnérables. Donc, avec aussi la possibilité de géolocaliser la personne. Donc voilà, donc ça c'est aussi un des cas d'usage pour des gens qui n'ont pas de smartphone, par exemple, hein. Ensuite, comme je l'avais dit, le plus gros cas d'usage, c'est la logistique, le tracking. Donc là, il y a plein de solutions, de startups, hide and seek, Loca System, Ticatag. Donc la localisation des biens ou marchandises, alors ça peut être son vélo personnel, sa voiture, ou voilà, ça peut être aussi votre portefeuille, plein de choses. Mais aussi pour les entreprises, pour optimiser la logistique, pour optimiser la gestion de livraison, pour être sûr que les objets soient livrés, pour savoir faire un état des stocks, etc. Donc ça, c'est des solutions qui sont sont- c'est un des premiers cas d'usage adoptés aujourd'hui dans l'industrie qui est facilement et où on voit directement les, euh, les ROI, c'est-à-dire les retours sur investissement, assez rapidement parce que ça permet de gagner des jours en livraison et de l'optimisation et dans l'exécution de tout ça de la livraison. Ensuite, les alarmes, alors ça c'est un cas d'usage en Espagne. Donc en Espagne, par exemple, historiquement, les alarmes les plus sécurisées, il y avait une connexion. Alors il peut y avoir une connexion Wi-Fi, mais là, il suffit de couper la ligne téléphonique, il n'y a plus de Wi-Fi ou le câble, la fibre optique.
Après, la solution, c'était le GSM, mais le GSM, il y a des brouilleurs qu'on pouvait acheter assez facilement sur internet qui coûtent, à peu près 100 qui rendent les systèmes inopérants et là, l'idée, c'est de rajouter une connexion, LPWAN qui est beaucoup plus difficilement brouillable, où il faut vraiment des moyens militaires pour brouiller, ce type et là, donc par exemple, en Espagne, toutes les alarmes Securitas, sont, doublées avec du LPWAN, notamment du Sigfox dans ce cas-là. Un autre cas d'usage, c'est détecteur de fumée. Donc là aussi, détecteur de fumée connecté. Alors, il en existe en Wi-Fi, mais il faut l'appairer à son Wi-Fi. Si on change de box, bah, il faut reconfigurer le Wi-Fi, ce qu'on souvent on oublie. Là, l'idée, c'est d'avoir un détecteur de fumée. Vous le posez et il va vous transmettre une alarme à distance, alerter lorsqu'il y a. Alors, ça peut être pour les maisons individuelles, mais ça peut être aussi pour les entrepôts. On peut imaginer aussi pour les feux de forêt, tout type de cas, tout type d'endroits où pour être alerté en cas d'incendie. Dans l'industrie, donc pour l'optimisation des flux, pour connaître le taux de remplissage de certaines cuves, voilà, pour savoir la présence d'objets sur certains endroits. Pour faire la maintenance prédictive, alors ça c'est un gros sujet. Donc la maintenance prédictive, c'est un des sujets de l'industrie du futur. En fait, c'est quand vous avez un outil industriel, c'est l'idée de mettre des petits capteurs sur les appareils et de prédire un peu à l'avance lorsqu'il doit y avoir une maintenance. Ça coûte beaucoup plus cher d'intervenir avant la panne parce que lorsqu'il y a la panne, ben, ça peut arrêter toute l'usine et des jours d'arrêt d'usine, ça coûte très cher. Par exemple, une raffinerie, lorsqu'elle s'arrête un jour, ça coûte 1 million d'euros ou voilà, plusieurs millions d'euros. Donc l'idée, c'est d'alerter sur des comportements précurseurs, sur des vibrations, sur des bruits, donc avec des capteurs et d'être prévenu et de prévoir les maintenances avant qu'arrivent les pannes. Voilà, donc ça c'est un des gros sujets dans l'industrie d'actualité et auquel les réseaux LP1 apportent de bonnes solutions. L'après-vol, donc là aussi, c'est le tracking encore, hein, c'est l'utilisation de ce type de technologie pour retrouver des voitures volées, des vélos, tout objet de valeur. En fait, on met un petit tracker et en fait, s'il se fait voler, bah, l'idée c'est qu'on puisse le retrouver, donc qu'on puisse le traquer. Aussi, il y a beaucoup de vols de ruches d'abeilles, par exemple, donc il y a aussi des trackers pour les ruches d'abeilles, pour lorsqu'elles sont volées, que le propriétaire puisse les retrouver. Voilà, donc c'est des dispositifs qu'il faut, qui sont en général assez discrets avec des autonomies de 5 ans sur pile, ce qui permet de voir venir. Dans l'agriculture, donc il y a aussi les ruches connectées pour monitorer bah, la récolte de miel à distance, sachant que parfois les ruches sont très loin des apiculteurs, ça leur permet d'éviter des déplacements, des fois de plusieurs centaines de kilomètres par an, et de suivre les mielés tout au long de l'année. Le monitoring météo précise, donc avoir la météo de précision sur certaines surfaces, l'humidité, l'hydrométrie, le vent, etc. Donc d'avoir des informations précises pour, pour savoir pour avoir des informations justement sur l'état de la météo très localement. La maintenance prédictive des stocks, donc là aussi pour savoir le taux de remplissage des cuves, de fuel, de grains, etc. Donc tout ça, et aussi peut-être l'état, la température, l'humidité, donc notamment pour les céréales, et aussi tout le bétail connecté, donc pour monitorer d'une part la santé, mais aussi la géolocalisation, si vous avez des bétails qui sont dans la nature, dans des grands espaces, pour savoir où est-ce qu'ils sont à peu près. Ça permet justement de plus facilement suivre son bétail. Aussi, un cas d'usage, c'est le bouton connecté, donc avec une interface ultra simple. On presse un bouton, ça actionne un service, pas besoin de l'installer. Tout le service est dans le cloud, on peut le changer facilement aussi. Donc ça, c'est aussi un cas d'usage, par exemple dans un hôtel pour appeler un taxi ou des choses comme ça. Ou alors les bornes de satisfaction client. Là aussi, la technologie LP1 s'y prête bien parce que c'est très simple à déployer. Il n'y a pas de fil, pas d'appairage, une longue vie sur batterie. Donc, voilà. Voilà, donc maintenant, si on reprend donc les deux technologies, alors j'ai oublié les titres là, je crois. Donc ici à gauche, c'est plutôt Sigfox. Donc Sigfox qui est donc né à Toulouse en 2009,
qui a déployé son réseau sur toute la France en 2013, qui a fait plusieurs levées de fonds importantes en France, qui ont fait pas mal de bruit parce qu'elles sont arrivées des moments où les levées n'étaient pas aussi importantes. Donc, qui a levé 15 millions d'euros en 2014, 100 millions en 2015 et 150 millions en 2016. D'accord. Donc aujourd'hui, on voit des sociétés qui lèvent des centaines de millions, mais à leur époque, c'était un peu les précurseurs. Aujourd'hui, on peut considérer que Sigfox est considéré comme une licorne, donc il y a une valorisation de plus d'1 milliard. Euh, Ils ont des solutions hardware de la part de tous les grands fondeurs, c'est-à-dire qu'on a des modules Sigfox, tous les grands fondeurs, Texas Instruments, ST Microelectronics, etc., ou peut-être pas Microchip, parce que Microchip, ils sont. Bon, bref. Mais voilà, Texas Instruments, qu'est-ce que. On Semiconductor, Light On, voilà, il y en a plein. Il est déployé. Alors aujourd'hui, c'est 70 pays qui sont déployés et ils sont vus par tous comme un seul réseau mondial. Voilà. Donc après, on a LoRa, qui est né à Grenoble en 2009, donc à peu près à la même époque, acheté 5 milliards de dollars par Semtech en 2012. Euh, donc Semtech, c'est un fondeur de chips qui a vendu aussi 2 licences à Microchip et ST pour fabriquer des chips Semtech, d'accord, et qui déploie un réseau LoRaWAN qui a été qui a été euh, spécifié en 2015. Et aujourd'hui, donc beaucoup d'opérateurs télécoms locaux, nationaux déploient des réseaux LoRa dans plusieurs pays. Il y a notamment la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et peut-être quelques autres pays. Alors, je ne sais plus exactement, il y en a 5 qui sont vraiment connus. Et après, on peut déployer son propre réseau LoRa sur un site. Si on en a besoin que sur une usine, on peut déployer son propre réseau. Ce qui n'est pas possible avec Sigfox. Même Sigfox a fait une annonce que aujourd'hui, bientôt, ça va être possible de faire des private area network. Donc, à partir de cette année d'ailleurs. Mais c'est encore quelque chose qui est en cours. Sur LoRa, il y a un réseau mondial ouvert qui s'appelle TTN, The Things Network, où justement les utilisateurs peuvent rajouter des gateways. Donc ça, c'est bien pour les makers, tout ça. Ils peuvent rajouter une gateway sur leur toit, et tester rapidement le réseau. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus dans la technologie Sigfox et après, je ferai LoRa. Donc Sigfox a été fondé en 2009 par Ludovic Lemoin et Christophe Fourté. Alors Christophe Fourté, c'est plus l'ingénieur CTO très calé en radio. Et Ludovic Lemoin, c'est plus l'entrepreneur CEO qui a créé plusieurs startups avant et voilà, qui a lancé Sigfox. Donc c'est la rencontre des deux qui a permis la création de Sigfox. Ils sont bien trouvés avec assez complémentaires. Donc c'est une société en forte croissance qui a cru assez rapidement avec plusieurs levées de fonds, d'accord. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à peu près 600-700 sur la France, quoi, non pas que sur la France, au niveau mondial. Alors le siège est à Toulouse, ils ont des bureaux importants à Paris, à Madrid et San Francisco. Ils ont fait des levées de fonds de 100 millions d'euros en 2015 auprès de Air Liquide, Telsat, Engie, NTT, Docomo, Samsung, Telefonica, donc des grands noms français et mondiaux. Ils ont ensuite levé 150 millions d'euros en 2016 auprès de Salesforce, Total, Henri Seydoux qui est le patron de Parrot, Alto Invest et Swan Capital. Donc voilà, des venture capital et aussi d'autres grosses compagnies internationales et nationales. Donc ils ont un grand panel d'entreprises qui sont investisseurs chez Sigfox. Hop. Donc l'architecture, c'est assez simple. Vous avez des devices avec des modems Sigfox et vous avez donc Sigfox déploie des gateways au niveau national et ensuite donc tous ces messages vont dans le même back-end qui se retrouve à Toulouse. Donc tout le cœur de réseau, il n'y en a qu'un seul et tous les messages sont envoyés vers ce cœur de réseau et ensuite vous pouvez les transférer vers votre propre cloud ou vers votre propre serveur pour en faire des applications. Donc, les limitations, donc vous pouvez en uplink, donc les messages montants, chaque message peut contenir maximum 12 octets, et en downlink, c'est maximum 8 octets. Sachant qu'on peut faire des transmissions dans les deux sens, mais en uplink, vous êtes limité à 140 messages, et en downlink, vous êtes limité à
4 ou 8 messages, je ne sais plus exactement. Voilà, les downlinks. Mais les downlinks, en général, ce type de réseau est plutôt fait pour faire du uplink, pour faire la remontée de données plutôt que de la descente de données. Mais la descente de données peut être intéressante pour, par exemple, changer la configuration par exemple, la période d'envoi de messages, etc. Donc, le réseau Sigfox se déploie actuellement sur 110 pays. Donc, en violet, vous voyez les pays qui sont en cours de déploiement. Alors, on voit en bleu clair, hein, c'est là où c'est réellement déployé. Donc, on voit bien que tous les pays ne sont pas déployés à 100%, ils sont essentiellement déployés. Alors, l'Europe est assez bien couverte. D'accord, on voit l'Espagne, l'Italie, la France, le Benelux, l'Allemagne, l'Angleterre, voilà, la Norvège. Donc tout ça est assez bien couvert. Il y a l'Afrique du Sud aussi, le Japon est bien couvert, la Nouvelle-Zélande. Voilà, les États-Unis, c'est surtout les grandes agglomérations qui sont couvertes. Donc, et il y a des pays qui sont qui sont en cours de déploiement. Voilà. Donc ça, c'est actuel. Même la Russie, assez récemment, est en train de déployer le réseau Sigfox. Alors Sigfox, pour déployer son réseau, ça appuie sur des partenaires, ce qu'on appelle les Sigfox opérateurs, donc qui vont déployer. Donc eux, Sigfox eux-mêmes déploient le réseau en France et aux États-Unis. Et les partenaires Sigfox déploient le réseau, donc par exemple pour l'Espagne, un partenaire, pour l'Angleterre, un partenaire, ce qu'on appelle les Sigfox opérateurs qui vont déployer le réseau. Voilà, donc alors, ça, donc en fonction du pays, vous avez quand même si c'est un seul réseau, vous avez des réglementations qui peuvent être un peu différentes, ce qu'on appelle des radioconfigurations, donc il y en a 7 au total. Donc vous voyez en bleu, c'est la RC1, en vert, c'est la RC2, en orange, c'est la RC3, il n'y a que le Japon en fait. La RC4, bah, c'est l'Amérique du Sud et l'Asie un peu, quoi, l'Asie du Sud, euh, l'Océanie. RC6, c'est l'Inde, et RC7, c'est la Russie. Donc il y a des pays aussi qui ont un protocole, une configuration très personnelle, très propre à leur pays. Alors, ce qui change sur ces réglementations, c'est déjà la gamme de fréquences, d'accord? Donc la fréquence centrale, en uplink et en downlink, sachant que c'est des fréquences différentes, d'accord? Donc il y a comme ça RC1, RC2, donc vous voyez, chaque fois c'est des fréquences différentes, à peu près, même si la RC7, ça ressemble beaucoup à RC1. En downlink aussi, c'est chaque fois un peu différent. Vous avez aussi le data rate, donc le débit qui varie entre 100 bits par seconde et 600 bits par seconde en fonction des zones. Donc ça, c'est le uplink, le downlink aussi. Alors le downlink, il est tout le temps à 600 bits par seconde. Ensuite, il y a la puissance maximale autorisée. Donc là aussi, en Europe, c'est 16 dBm. En RC2, donc ça c'est plutôt RC2, c'est les États-Unis, on peut aller jusqu'à 24 dBm, etc. Donc chaque zone a sa limite. Et ensuite, il y a des questions spécifiques, des limitations spécifiques, notamment à RC1, c'est le duty cycle, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser plus d'1% du temps par heure de la bande passante. Et certains, c'est du frequency hopping, c'est-à-dire que vous devez changer de bande de fréquence régulièrement. RC3, vous devez écouter avant de parler. Et pareil pour RC5, donc vous devez être sûr que la bande est libre avant d'envoyer un message. Donc il y a des petites particularités sur chaque configuration radio. Donc ça fonctionne en intérieur, en extérieur. Forcément, la couverture est mieux en extérieur qu'en intérieur parce qu'il faut quelques dB pour traverser les murs. Mais en général, ça fonctionne bien. Moi, par exemple, chez moi, dans ma cave, en sous-sol, j'arrive à envoyer des messages Sigfox. La communication est bidirectionnelle, on peut aller d'eux et vers l'objet, donc on peut envoyer des messages du cloud vers l'objet et de l'objet vers le cloud, mais la majorité des cas d'usage, c'est de l'objet vers le cloud. L'abonnement, il est entre 1 et 14 € par an par objet, ça dépend en fait de la quantité dont vous avez besoin. Si vous avez des gros volumes, bah, ça va tendre plus tendre par 1 € par an par objet. Si vous avez des petits volumes, ça va à l'unité, en fait, on va dire, le seul à 14 € par an par objet, c'est quand vous achetez un abonnement à l'unité. Voilà.
La connectivité, l'avantage, c'est qu'elle est out of the box, c'est-à-dire vous sortez votre modem et vous créez un compte sur le back-end et puis ça y est, vous pouvez y aller. Il n'y a pas d'appairage, pas de carte SIM. Vous êtes limité à 140 messages par jour, par contre. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. Donc, c'est une technologie ultra narrowband, c'est-à-dire que chaque message va envoyer en fait les données sur une bande de fréquence de 100 Hz, donc une bande très petite. C'est de la modulation DPSK, donc je pourrais vous mettre un lien qui explique exactement la modulation. D'ailleurs, je vous parlerai d'un blog très intéressant qui vous donne beaucoup d'informations sur, euh, sur les réseaux LP1. Chaque station de base, en fait, écoute dans une bande passante de 192 kHz, donc la part du spectre. Et la partie, le challenge technologique en fait de Sigfox, c'est de détecter des messages dans cette bande, donc des messages de 100 Hz de large, donc très petits, dans cette bande passante de 192 kHz. Et ça, c'est rendu possible grâce à un truc qui s'appelle la SDR, la Software Defined Radio, qui a fait beaucoup d'évolution ces dernières années et qui permet justement de détecter ces tout petits messages dans une large bande de fréquence. Voilà. Donc ça, c'est la partie la plus touchy de la technologie Sigfox, on va dire, au niveau, euh, au niveau de la technologie. Donc ultra narrowband, vous voyez ici, là on voit les 192, donc là on a l'étalement de 192 kHz qui est centré autour de 868,130. Et là vous voyez, ici on a ce qu'on appelle un waterfall, on voit dans le temps en fait les fréquences. Donc ici on voit des bandes, ici on peut imaginer que c'est d'autres communications. Et là vous voyez les trois petits traits, parce qu'en fait à chaque fois qu'un message Sigfox est envoyé, il est répété 3 fois. Et il n'y a pas d'acknowledge, c'est-à-dire qu'une fois que vous envoyez votre message, vous l'envoyez, on va dire, sans avoir une garantie qu'il soit reçu, vous n'avez pas de retour, ce qui permet d'économiser de l'énergie, hein, parce que vous n'avez pas besoin d'écouter pendant le retour. Et donc, ces 3 messages, pourquoi ces 3 messages? Donc, il y a 3 messages pour être sûr que le gateway le reçoive. Et vous avez un taux de réussite, si la zone est couverte, de, je ne sais plus, 99,9999%. Donc, c'est très fiable, très robuste. Lorsque vous envoyez un message dans une zone couverte, vous pouvez être quasiment sûr que vous l'avez reçu. Je ne sais plus exactement le chiffre exact de taux de réussite, mais c'est très élevé. Et grâce notamment au fait qu'il soit renvoyé 3 fois, donc vous êtes sûr qu'au moins un des paquets soit reçu. Alors l'ultra narrowband, son avantage en fait, c'est que justement si vous avez des interféreurs ou plusieurs personnes qui discutent sur plusieurs autres, on va dire, plusieurs autres devices ou techno qui discutent sur la bande de fréquence. L'ultra narrowband, en fait, c'est que vous envoyez une quantité d'énergie, toute la quantité d'énergie sur une bande de fréquence très faible. Et du coup, comme ça, vous pouvez dépasser le bruit ou dépasser les interférences, les interféreurs. Tandis que si vous avez du spread spectrum, ce qui est le cas de LoRa par exemple, euh, ben vous allez envoyer des messages sur une bande de fréquence beaucoup plus large. Et là, c'est plus, on va dire, c'est plus sensible aux interféreurs et aussi s'il y a beaucoup de devices qui émettent en même temps. Donc en général, on dit que avec la technologie Sigfox, ça scale mieux, c'est-à-dire on peut imaginer d'avoir plus d'objets sur une même zone, plusieurs milliers, qu'avec du LoRa. Où là, vous êtes plus limité en nombre de devices sur une même zone qui communiquent en même temps. Voilà, donc ce qui est représenté ici, vu que c'est de ultra narrowband, bah, vous pouvez envoyer plus de messages sur la même bande passante qu'avec du spread spectrum, donc où vous prendrez plus de place, donc à l'image des vélos et des voitures sur une route. Donc c'est très bas débit, hein, donc 600 bits par seconde. Donc on peut envoyer 12 octets par message, 140 messages par jour, déjà dit. Donc tout ça, c'est les caractéristiques. C'est 140 messages par jour, pourquoi? Alors, ce n'est pas la limitation du réseau, c'est la régulation européenne. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le duty cycle. Donc, un objet ne peut pas émettre plus de 1% du temps. Donc, on n'a pas le droit d'émettre plus de 1% par heure. Donc, une émission Sigfox peut prendre jusqu'à 6 secondes parce que c'est 2 secondes fois 3. Donc, on envoie 3 messages à chaque fois. Et 1%, ça fait 36 secondes par heure. Et 36 secondes, bah, ça fait 6 messages. Et c'est pour ça, 6 messages par heure, ça nous donne 140 messages par jour. Exactement 144. Alors, avec 12 octets,
le multimédia, le XML, le JSON et le texte, vous oubliez, vous n'envoyez pas un ASCII, vous retournez, vous envoyez vraiment les données en binaire. C'est-à-dire vous avez 12 octets et vous avez donc, vous essayez vraiment d'optimiser la quantité de données que vous avez envoyées au niveau binaire. Donc là, c'est un exemple. SenseIt, c'est un petit module qui est fourni avec plusieurs capteurs. Capteur d'humidité, capteur de température, il y a un capteur de vibration, un magnétomètre, il y a quoi encore? Il y a un capteur de son aussi. Voilà, plein de petits capteurs. Donc c'est un petit module démo. Et là, on voit comment est codée, par exemple, la température. Donc vraiment, on essaye de tirer parti de chaque champ de bits, d'accord? Donc là, par exemple, ça permet de dire que la température est active, donc est envoyée. Donc parce qu'en fait, vous choisissez, est-ce que vous envoyez la température, est-ce que vous envoyez ça, qu'est-ce que vous envoyez? Donc là, c'est la température humidité qui est envoyée. Et donc, vous avez le MSB et le LSB ici, là, donc qui est rangé sur un certain nombre de bits ici. Et vous avez ensuite l'humidité qui est ici. Et donc, pour retrouver la température et l'humidité, il faut faire un petit calcul. Donc là, ça vous donne le mot complet. Et en fait, ça vous donne 409. Mais pour avoir la température, on fait 409 moins 200 divisé par 8, ça vous donne la température en degrés Celsius. D'accord? Donc, ce n'est pas un nombre flottant que vous envoyez. Si vous deviez envoyer la température en flottant, on aurait envoyé 32 bits, ce qui nous aurait déjà pris 4 octets. Tandis que là, on prend juste 10 bits. D'accord? Et ça, en fait, ce calcul, on va le faire dans le back-end pour retrouver la température en degrés Celsius. L'humidité, ici, est envoyée sur 7 bits, non, pardon, 8 bits, ce qui permet d'avoir une température de 0 à 100%, avec, oui, donc ça fait 84, donc avec une précision de 0,5%, donc 84, et il suffit de diviser cette valeur par 2 pour avoir le pourcentage d'humidité, ce qui nous donne une valeur qui peut aller de 0 à 255, divisé par 2, ça fait 0 jusqu'à 127, donc 0 jusqu'à 100%, avec une précision de 0,5%. Donc voilà pour cet exemple. Donc il faut vraiment envoyer les données au niveau binaire. Donc les solutions hardware, alors avec du Sigfox, Sigfox ne vend pas du hardware. Et il y a tout un écosystème de partenaires qui proposent des modules Sigfox. Donc, il y a Whistle. Donc, le moins cher actuellement sur le marché, c'est le module Whistle. Il y a LightOn, alors il n'y est pas là. Il y a NXP, ST, On Semiconductor, Texas Instruments, Atmel, Radiocraft, etc. qui proposent des modules compatibles avec le réseau Sigfox. Donc, Sigfox ne fabrique pas de composants. Par contre, tous les composants sont certifiés par Sigfox avant la mise sur le marché. Donc, il y a beaucoup de partenaires, Atmel, TI, Silicon Labs, Whistle, Axem, Atim, Telecom Design, etc. Et alors là, on peut imaginer plusieurs solutions. Soit on fait du prototypage. Donc, c'est ce qu'on fait, nous. Donc, on a des shields ou des cartes Arduino, Snood Lab. Donc, nous, c'est une carte Snood Lab, le TD1208. Il est sur un breakout de Snood Lab. On a des modules Atmel. Il y a des shields pour Raspberry Pi créés par Yadom. Donc ça, c'est bien pour la vente à l'unité, pour prototyper, pour faire un essai. Donc l'avantage avec ces modules, c'est qu'on démarre en quelques minutes. Par contre, ce n'est pas du tout adapté à un usage industriel au niveau des coûts, au niveau de la consommation. Ce n'est pas envisageable. D'accord? C'est beaucoup plus cher que si on achetait, on va voir d'autres solutions. Et en général, ce n'est pas optimisé en consommation. Les modules, donc les modules de distribution, donc ça c'est, vous achetez des modules modem, alors c'est pareil pour le Bluetooth, pour le Wi-Fi, vous pouvez acheter des modules, donc ils distribuent aussi des kits d'évaluation de leurs solutions, et là c'est facile d'utilisation, vous avez des interfaces en général avec des commandes AT, qui est assez commun aussi à des modules Wi-Fi, Bluetooth, et c'est facile à intégrer, et là on trouve des modules à partir de 2 € l'unité, donc c'est les modules plutôt les modules Whistle, voilà. Et ensuite, on a des SoC et des transceivers. Donc là, c'est vraiment partir des systèmes on chip, donc de modules de composants radio. Donc par exemple, le Texas Instruments CC1120 ou des modules de Atmel, de Scilabs, de Axem. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez avoir des coûts qui descendent même au niveau de l'euro. Mais par contre, là, l'intégration, elle va être beaucoup plus complexe et surtout, il va falloir passer des phases de certification pour mettre le module sur le marché ou le produit sur le marché. Il faudra se faire certifier par Sigfox que c'est compatible et que ça marche bien.
Et ça peut avoir des coûts, ce qu'on appelle des coûts NRE, de non-recursive engineering élevés. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait tous ces process de développement et de certification, bah, le coût à l'unité peut être beaucoup plus bas et on peut se faire un module vraiment adapté à son besoin. Alors l'antenne, il ne faut pas l'oublier, hein, d'accord? Il faut ne pas négliger parce que forcément, ça influe beaucoup sur la portée, hein. Vous avez des antennes avec des dB quoi, qui permettent d'amplifier, d'avoir un bon rendement. L'antenne optimale, c'est une antenne de 217 cm lorsqu'on travaille avec 868 MHz. Donc l'accès aux données, donc le back-end, vous avez une plateforme web qui permet de consultation, de consulter vos messages. Vous pouvez utiliser des API, il y a des API HTTP qui permettent de consulter périodiquement, ou alors vous avez des callbacks, vous pouvez configurer des callbacks qui vont pousser par des posts HTTP chaque nouveau message vers une URL de votre serveur ou de votre cloud que vous aurez choisi pour faire le traitement des données. Donc les callbacks, c'est assez pratique, c'est ce qu'on va mettre en œuvre, nous. Ça permet direct, dès que vous avez reçu un message, de le transférer vers votre infrastructure. Ça permet de déclencher aussi une notification ou d'alimenter une application. Donc là, il y a un exemple sur GitHub de callback si vous voulez aller regarder. C'est le code aussi d'un serveur sur Heroku qui permet de recevoir ce callback. Voilà pour Sigfox. Maintenant, on va parler de LoRa et de la LoRa Alliance parce que LoRa, donc le réseau LoRa, c'est du LoRaWAN. LoRa, c'est une technologie de long range, hein, longue distance. Donc, ils ont créé une alliance de tous les utilisateurs de LoRa, sachant que LoRa, en fait, la technologie est détenue par Semtech. Et après, c'est tous les utilisateurs qui sont organisés en alliance. Donc, il y a plein d'opérateurs télécoms et qui déploient des réseaux sur la technologie LoRa. Donc la modulation LoRa, c'est de la modulation à étalement de spectre, à séquence orthogonale. Alors je ne rentre pas dans le détail de la technologie. Vous pouvez aller sur Internet, il y a pas mal de renseignements. Grosso modo, l'idée c'est qu'au lieu d'envoyer un bit, en fait, vous envoyez une trame, une signature, qui va permettre d'être reconnue même au-dessus du bruit. Donc voilà, donc quand vous envoyez un 0, au lieu d'envoyer un 0, on envoie en fait une suite, comme une signature qui va qui va permettre d'être reconnue même dans un environnement bruité. Voilà. Alors dans LoRa, vous avez un paramètre qui est l'étalement de spectre que vous pouvez moduler. Donc l'étalement de spectre, ça permet en fait de changer le débit. Donc vous allez de SF7 à SF12. Donc plus vous avez un étalement spectre élevé, plus vous avez un gain élevé, un débit faible, mais la puissance est envoyée sur une bande de fréquence plus étroite. Et donc ça permet d'aller plus loin. Vous avez après SF12, SF9, donc quand vous êtes en SF7, en fait, vous avez le débit le plus élevé, mais le gain le plus faible, la puissance la plus faible, la puissance est dispatchée sur une bande de fréquence plus large. Voilà. Donc ici, ça donne justement des idées. C'est-à-dire qu'ici, alors avec LoRa, le nombre d'octets envoyés par message n'est pas limité, hein. C'est juste le duty cycle, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir le droit d'envoyer plus d'1% du temps des messages sur la bande de fréquence qui va limiter la quantité de données envoyées. Aussi, sur LoRa, il n'y a pas de triple émission, il n'y a qu'une seule émission, alors ce qui fait que sur LoRa, vous avez quand même beaucoup plus de paquets qui sont perdus par rapport à Sigfox. Mais après, vous pouvez peut-être en envoyer plus souvent. Donc peut-être ça s'équilibre au final. Après, rien ne vous empêche que chaque paquet l'envoyer 3 fois pour être sûr qu'il soit reçu comme le fait Sigfox, de manière native. Alors, si on est en SF12, en fait, si par exemple on envoie une payload de 10 octets, donc
Le nombre de bits par seconde ça va être dans un débit de 290 bits par seconde. Donc pour envoyer 10 octets, ça va durer 1,4 secondes. Et si on est en F, et donc on peut espérer atteindre des distances jusqu'à 10 km. Et si on est en SF7, en fait, on va aller à des vitesses, quoi, ça va être beaucoup plus rapide pour envoyer les données et avec un débit, donc beaucoup plus, ça prendra beaucoup moins de temps ici, et avec un débit beaucoup plus élevé de plusieurs kilobits par seconde. Voilà. Donc ici, on voit le facteur d'étalement, le spread factor, ce qui va jouer. Il va jouer sur la portée, la pénétration en indoor, le débit, le payload, c'est-à-dire le nombre d'informations utiles que vous allez pouvoir envoyer, la consommation, la capacité, etc. Et plus il est élevé, plus la portée va être grande, plus la pénétration indoor sera grande. Par contre, plus il est bas, plus le débit va être augmenté, la consommation va diminuer, la capacité va augmenter. Alors avec LoRa, on peut faire la géolocalisation par le réseau. Alors c'est possible avec Sigfox, mais avec deux techniques différentes. Sigfox le fait par le RSSI, donc la force du signal. LoRa le propose avec du DTOA, donc Differential Time of Arrival, donc en détectant le temps exact au moment duquel plusieurs gateways. Alors, il faut avoir des gateways assez spéciales qui coûtent un peu cher parce qu'il faut pouvoir mesurer des temps infiniment, vraiment très petits et qu'elles soient toutes synchronisées, idéalement sur une horloge atomique. Donc, c'est des gateways un peu spécifiques qu'il faut avoir. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que chaque gateway sait exactement à la nanoseconde près, même presque à la picoseconde près, quand le message est arrivé. Et ensuite, il fait, en faisant la triangularisation, comme le GPS, on peut savoir à peu près alors 10 mètres, 20 mètres, c'est quand même idéal. C'est plus de l'ordre de la centaine de mètres de savoir où se trouve l'objet à peu près. Donc de faire de la géolocalisation par le réseau sans avoir utilisé de GPS. Sachant qu'un GPS, ça consomme beaucoup. Alors dans la techno LoRa, vous avez différentes classes. LoRaWAN, donc il y a les classes A, B, C. Donc A, c'est l'idée en fait de savoir quand est-ce qu'on peut envoyer des messages de l'objet vers le réseau. Du réseau vers l'objet, pardon. C'est-à-dire que l'objet consomme quand il envoie un message, mais il consomme aussi beaucoup quand il écoute pour en écouter l'arrivée d'un message. Donc la classe A, le module écoute après chaque émission. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait de contraintes sur la latence de réception de message. Et ça là, c'est le mode le plus économique en énergie, qui est supporté par l'ensemble des modules et c'est adapté au module sur batterie. Ensuite, on a le mode B, donc le module écoute à une fréquence régulière paramétrable, donc c'est le mode beacon. Et là, on a un module qui a une contrainte de latence de réception de messages de quelques secondes, c'est-à-dire que là, il va écouter, il faut espérer qu'il va recevoir le message dans une des fenêtres d'écoute. Cette classe propose une consommation optimisée par rapport à ici, donc ça dépend de l'application. Donc c'est adapté aussi au module sur batterie, mais bien sûr, ça va consommer plus que le mode A. Et le mode C, donc là, c'est on écoute tout le temps. Et donc là, c'est fait pour des systèmes qui fonctionnent sur secteur où on n'a pas de contrainte de consommation. Et là, c'est en général aussi, il faut y avoir une contrainte de latence de réception forte, moins d'une seconde, et ça va être la solution privilégiée. Alors le réseau LoRa en France, donc Bouygues Télécom avec Objet News couvre 93% de la population et 84% de la surface outdoor en mai 2017. Ils ont déployé 4000 antennes sur le territoire national, sur la France. Voilà. Orange couvre, alors, la dernière annonce qu'ils ont fait, c'est qu'ils couvraient 18 agglomérations, soit 1300 communes en septembre 2016. Voilà. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que aujourd'hui, Bouygues et Orange, on peut arrêter les investissements sur le déploiement des technologies LoRa, notamment parce qu'aujourd'hui, il y a du narrowband IoT qui est plus un standard, qui permet d'utiliser leur bande licenciée et qui apporte des avantages en termes de capacité, etc. Donc les investissements en fait sont faits en fait quand il n'y avait pas d'autres solutions concurrentes à Sigfox, les opérateurs réseau ont pas mal investi sur LoRa. Maintenant qu'il y a des alternatives qu'on a le narrowband IoT, le NB IoT, aujourd'hui ces acteurs déploient plutôt ce type de technologie que les technologies Orange et Bouygues. À l'international, donc il y a aussi Swiss Telecom, KPN, Proximus, Tata Communications et japonais SoftBank.
Donc, il y a dans l'alliance LoRa, il y a 40 opérateurs, à ma connaissance, aux dernières communications. Ensuite, il y a deux initiatives originales, je vous incite à les regarder. Donc, il y a Arcos Pico One qui cherche à déployer un réseau LoRaWAN assez facilement à travers les utilisateurs en leur fournissant des mini gateways que vous branchez chez vous et qui créent un petit réseau LoRa. Et sinon, il y a The Things Network qui a lancé une campagne Kickstarter en 2015 et aujourd'hui, il y a des pays où les Pays-Bas sont très bien couvertes avec The Things Network. En France, bon, il y a des cartes pour voir où est-ce qu'il y a des gateways, mais il y en a quelques-unes. Ça dépend des zones en fait. C'est assez bien déployé à Clermont-Ferrand parce qu'il y a un acteur là-bas qui s'appelle Paul Pinault qui est très actif. Mais sinon, sur le reste de la France, il y a peut-être, si à Grenoble aussi un peu, forcément, parce que c'est le berceau, quoi. C'est là où a été fondé LoRa. Donc, les fondateurs, ils ont toujours leur bureau là-bas, ils déploient des réseaux avec The Things Network. Mais voilà, donc c'est globalement, il y a des petites zones où c'est déployé, mais on ne peut pas dire qu'il y a une couverture nationale. Donc voilà pour ce chapitre sur les réseaux LP1. Et je mettrai aussi la vidéo, les supports de cours sur Moodle.